C'est souvent avec confiance et sérénité que nous invitons quelqu'un à franchir le seuil de notre porte. Après tout, qui pourrait imaginer qu'un invité, un simple visiteur, pourrait se révéler être un criminel, un danger en chair et en os, capable de détruire des vies? Et pourtant, parfois, l'hospitalité peut devenir une erreur fatale. Peut-être devrait-on y réfléchir à 2 fois, ou même à 100 fois, avant de remettre les clés de sa maison à un inconnu, car cet inconnu pourrait revenir, pas pour un dîner improvisé ou une visite de courtoisie, mais avec des intentions bien plus sombres, et au moment où l'on s'y attend le moins. En 2020, Daniele De Santis, 33 ans, vivait une vie qui en apparence frôlait la perfection. Originaire de Lecce, une charmante ville du sud de l'Italie, il habitait un appartement dans un quartier prospère, un lieu où la tranquillité semblait régner. Daniel n'était pas seulement un voisin poli ou un homme ordinaire. Il avait passé des années à bâtir une carrière respectable dans le monde du sport, devenant arbitre de football professionnel. Et pas n'importe quel arbitre. Il avait gravi les échelons, gagnant le respect et l'admiration de ses pairs. L'année précédente, en 2019, il avait arbitré plus de 130 matchs lors de la série printanière, un exploit remarquable qui témoignait de son engagement sans faille. Son emploi du temps était chargé, presque frénétique, mais il portait ses responsabilités avec une élégance naturelle. Il s'apprêtait même à entamer une nouvelle saison d'arbitrage pour 2020-2021. Un projet qui, hélas, ne verrait jamais le jour. Mais Daniele n'était pas qu'un sportif aguerri. Il était aussi un homme intellectuel, diplômé d'une académie de jurisprudence, une double réussite qui forçait l'admiration, et il n'était pas seul dans cette vie bien remplie. À ses côtés se trouvait Eleonora Manta, sa compagne de 30 ans. Eleonora partageait les mêmes ambitions et la même soif de réussir. Elle rêvait depuis longtemps de décrocher un diplôme en droit, et son rêve commençait enfin à prendre forme. Peu de temps avant que la tragédie ne frappe, elle avait remporté un concours qui lui ouvrait les portes de l'université, au sein de la prestigieuse faculté de droit. C'était pour elle une victoire personnelle, une consécration. Mais Eleonora avait d'autres rêves, plus simples, plus intimes. Elle rêvait de fonder une famille, de devenir mère, de construire un foyer chaleureux. Maintenant qu'elle touchait son objectif professionnel du bout des doigts, elle voulait concentrer son énergie sur ce désir profond. Et tout semblait parfaitement aligné. Daniele et elle étaient en couple depuis plusieurs années, un couple que beaucoup décrivaient comme idéal. Ensemble, ils préparaient leur mariage, posant les premières pierres d'une vie commune encore plus forte. Leur complicité était évidente. Ils partageaient les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, au point que leurs proches les qualifiaient souvent de reflets l'un de l'autre. Jamais une dispute, jamais une ombre sur leur relation. Ils débordaient de vie, d'énergie et d'un optimisme contagieux. Leur amour, leur joie, semblaient illuminer tout sur leur passage, et leur avenir. Il semblait écrit en lettres d'or, radieux, prometteur, parfait. Daniele avait grandi entouré d'amour et de stabilité. Ses parents formaient un couple solide qui, malgré les années, entretenait encore une relation chaleureuse et complice. À cela s'ajoutaient ses 2 sœurs, avec qui il partageait des liens profonds. Eleonora, quant à elle, avait grandi dans une toute autre dynamique familiale. Sa mère, Rosanna, avait élevé seule ses 4 enfants après s'être séparée de son mari. Cet homme, prisonnier de ses démons, luttait contre l'alcoolisme et affichait un comportement agressif et violent. Rosanna, dans un acte de courage et de résilience, avait choisi de protéger sa famille en mettant fin à cette relation toxique. Jusqu'à récemment, Eleonora vivait encore avec sa mère et ses frères et sœurs. Mais au printemps 2020, un grand changement s'était dessiné pour les 2 amoureux. Ils avaient pris la décision d'emménager ensemble. Un rêve simple mais symbolique qui marquait une nouvelle étape dans leur histoire d'amour. Daniele, qui avait l'habitude de louer une chambre de son appartement à des étudiants de l'université locale, avait demandé à ces derniers de quitter les lieux pour faire de l'espace à leur nouvelle vie à 2. Eleonora devait s'installer chez lui dès l'été, mais, comme souvent, la réalité s'était imposée. Les préparatifs prenaient du temps. Nettoyer, réorganiser, décorer, chaque détail comptait pour eux. Finalement, la date officielle avait été fixée au 21 septembre 2020, un jour qui devait symboliser le début d'une nouvelle vie. Mais hélas,
Ce qui aurait dû être un doux chapitre s'est transformé en cauchemar sanglant. Ce 21 septembre, tout avait commencé dans une apparente banalité. Jusqu'à 20h45. C'est à ce moment-là que les cris ont retenti, déchirant le calme de leur quartier. Des passants et des voisins ont aussitôt alerté la police, terrorisés par ces hurlements féminins glaçants. L'un des témoins, un adolescent qui promenait son chien dans une rue adjacente, avait également entendu ces cris angoissants. Au début, il hésitait à appeler les secours, mais ses doutes se sont dissipés lorsqu'il a vu un homme sortir précipitamment de l'immeuble. Cet homme, vêtu d'une capuche, traversait la route avec une démarche pressée, presque fuyante. Et c'est là que tout a pris une tournure sinistre. Le garçon et l'inconnu ont brièvement croisé leurs regards. Mais ce regard glacial, dénué de toute humanité, a pétrifié l'adolescent sur place, comme si l'homme venait de commettre l'impensable. Reprenant ses esprits, le jeune homme a couru chez lui et, d'une main tremblante, a contacté les autorités. Son témoignage allait devenir l'un des premiers à éclairer cette nuit tragique. Pendant ce temps, les carabiniers étaient arrivés déjà sur place. Ce qu'ils allaient découvrir allait hanter les mémoires. Les voisins, paniqués, leur ont immédiatement parlé de cet homme à la capuche, aperçu en train de fuir les lieux. Mais c'est à l'intérieur de l'immeuble que l'horreur s'est véritablement révélée. Sur le palier, Daniele gisait, étendu sur le dos, baignant dans une flaque de sang. Son corps, transpercé de multiples coups de couteau, témoignait de la violence inouïe de l'attaque. À ses côtés, la porte de l'appartement était grande ouverte, comme si elle invitait à un spectacle encore plus macabre. À l'intérieur, dans le couloir, Eleonora reposait sur le sol. Son corps portait les stigmates d'un déchaînement de violence indicible. Frappée à de multiples reprises, elle n'avait eu aucune chance. Ce qui devait être le premier soir de leur vie commune était devenu le dernier. Au début, les enquêteurs ont supposé que l'agresseur était simplement venu cambrioler le couple. Daniel, relativement connu et visiblement à l'aise financièrement, pouvait représenter une cible de choix. Peut-être que le cambriolage avait mal tourné et que la résistance des victimes avait provoqué cette issue tragique. Une hypothèse logique, mais qui, au fil de l'enquête, a rapidement perdu de sa crédibilité. Sur les lieux du crime, des indices troublants ont été découverts, des éléments qui allaient transformer l'affaire en un puzzle macabre. Parmi eux, des colliers de serrage, 2 bouteilles d'eau de Javel, un masque chirurgical noir et un collant couleur chair. Pas un collant ordinaire, non. Celui-ci portait un dessin étrange, un sourire triste comme une signature sinistre laissée par l'assaillant. Ce même collant, taché de sang, portait une empreinte de main bien visible. Une empreinte qui racontait à elle seule une lutte désespérée, une tentative désespérée d'arracher ce masque de fortune au visage de l'assaillant. Très vite, il est devenu clair que ce drame n'était pas le résultat d'un cambriolage raté. Non, c'était bien pire. Les preuves sur place révélaient une attaque minutieusement préparée, empreinte de haine et de vengeance. Une cruauté extrême, presque inhumaine. Les enquêteurs, face à ce carnage, ont entrepris une tâche titanesque. Comprendre qui aurait pu nourrir une telle rage envers ce jeune couple aimé de tous. Leurs premiers pas les ont conduits à interroger les témoins, dans l'espoir de dresser un portrait robot du tueur. Et certains souvenirs, bien que fragiles, allaient se révéler cruciaux. Plusieurs voisins avaient observé l'agresseur par le judas de leur porte pétrifiée, incapable d'intervenir. L'une d'elles, plus courageuse ou peut-être plus imprudente, avait entrouvert sa porte, juste assez pour apercevoir l'homme manier un couteau, un regard vide et glaçant. Quant à l'adolescent promenant son chien, il a fourni une description détaillée. Un jeune homme de taille moyenne, vêtu d'un sweat à capuche, d'un jean bleu foncé et portant un sac à dos marron. Mais ce qui avait marqué l'adolescent, plus encore que la tenue de l'homme, c'était ce regard, froid, dépourvu de toute humanité. Un regard qui aurait pu le pétrifier à jamais. Heureusement, le tueur, dans sa hâte de fuir, avait ignoré le garçon. Une négligence qui lui avait probablement sauvé la vie. Dans d'autres circonstances, cet adolescent aurait pu devenir une victime supplémentaire de cette nuit sanglante. Pendant que les enquêteurs collectaient ces fragments d'informations, les corps de Daniele et d'Eleonora étaient transportés pour autopsie. Leurs familles, brisées par le chagrin, ont décidé d'organiser des funérailles séparées.
Daniele a été enterré le matin du 26 septembre dans la majestueuse cathédrale de Lecce. Eleonora, quant à elle, a été inhumée dans sa ville natale, à quelques kilomètres seulement du lieu du drame. Dans un geste déchirant, sa mère avait choisi de vêtir sa fille de la robe de mariée qu'elle comptait lui offrir. Un symbole d'un futur à jamais perdu. Eleonora et Daniele devaient se marier une fois qu'elle aurait pris ses marques dans leur appartement commun. Mais au lieu de célébrer une union, leur famille pleurait 2 vies fauchées. Les résultats de l'autopsie, eux, ont fait frissonner les enquêteurs. Daniele avait reçu 38 coups de couteau, Eleonora 37, une sauvagerie qui ne correspondait en rien à un cambriolage qui aurait mal tourné. Dans une telle situation, les cambrioleurs cherchent à agir vite, efficacement. Ici, il ne s'agissait pas d'un vol. Chaque coup portait la marque d'une rage personnelle, d'une vengeance calculée. Les enquêteurs ne pouvaient plus douter. Ce crime était l'œuvre d'une personne proche du couple, une connaissance, peut-être même quelqu'un en qui ils avaient un jour eu confiance. L'une des premières hypothèses avancées par les enquêteurs était celle d'un triangle amoureux. Peut-être qu'un amant rejeté ou une maîtresse éconduite avait décidé de transformer sa frustration en une vengeance sanglante. Mais cette idée a rapidement été remise en question. Tous ceux qui connaissaient Daniele et Eleonora s'accordaient à dire que cette théorie ne tenait pas la route. Leur amour semblait inébranlable, presque exemplaire. Un couple inséparable, fusionnel, loin des drames et des trahisons. En pleine préparation de leur mariage, rêvant de bâtir une famille, ils incarnaient l'image même de l'harmonie. Alors, un triangle amoureux. Non, cela semblait absurde. Pourtant, un détail intrigant s'est révélé au fil des témoignages. Plusieurs voisins, traumatisés par les événements de cette nuit tragique, ont mentionné avoir entendu un cri féminin perçant. Un cri désespéré, terrifiant, prononçant le prénom Andrea ou quelque chose de similaire. Ce détail, répété par plusieurs témoins, a orienté les enquêteurs vers une nouvelle piste. Ils se sont alors mis à rechercher tous les hommes prénommés Andrea, en commençant par ceux qui faisaient partie de l'entourage du couple. Le premier nom à apparaître était Andrea Formati, une connaissance d'Eleonora. Ce jeune homme, apparemment épris d'elle, avait été rejeté peu avant le drame. Une coïncidence troublante qui faisait de lui un suspect idéal. Peut-être avait-il nourri une rancune, suffisamment puissante pour passer à l'acte, mais après une vérification minutieuse, Andrea Formati a été écarté. Son alibi était solide, incontestable. Les enquêteurs se sont alors tournés vers un autre Andrea, le meilleur ami de Daniel. L'analyse du téléphone de ce dernier a révélé qu'il s'était parlé le soir même, à 19h30. Mais là encore, cet ami avait un alibi bétonné. Une impasse de plus. Un troisième Andrea a émergé. Andrea Rodeo, un homme de 37 ans que le couple connaissait. Cet Andrea correspondait à la description physique donnée par les témoins. Même ses vêtements ce soir-là semblaient correspondre. Les enquêteurs tenaient enfin une piste sérieuse, jusqu'à ce qu'une vidéo de surveillance vienne tout ruiner. Andrea Rodeo se trouvait ailleurs au moment du crime. Une preuve irréfutable. Encore une fois, la piste s'est effondrée. Après avoir passé en revue tous les Andrea identifiés par les proches du couple, les enquêteurs ont dû admettre qu'ils faisaient fausse route. La mention de ce prénom, entendue dans la panique, semblait être une erreur d'interprétation. Un faux espoir dans une enquête déjà compliquée. Pendant ce temps, la ville de Lecce vivait dans la peur. Les habitants, horrifiés par la brutalité des meurtres, craignaient qu'un tueur sanguinaire ne rôde encore parmi eux. Les appels affluaient au poste de police, exigeant des arrestations rapides et des mesures de sécurité renforcées. La panique générale a également engendré son lot de complications. Fausses pistes, signalements erronés et une montagne de travail pour les enquêteurs. Chaque déclaration devait être vérifiée, chaque détail examiné, ce qui ralentissait considérablement l'avancée de l'affaire. Malgré tout, les enquêteurs refusaient de baisser les bras. Ils étaient déterminés à faire la lumière sur ce double homicide et à rendre justice à Daniele et Eleonora. L'enquête piétinait, certes, mais l'étau se resserrait. Ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. De manière inattendue, un nouvel élément a changé le cours de l'enquête. Les enquêteurs ont appris qu'un étudiant, à qui Daniele avait loué une chambre avant l'emménagement avec Eleonora, pouvait être lié à l'affaire. Mais cet homme n'était pas un Andrea. Non, il s'appelait Antonio De Marco. Jusque-là, Antonio n'avait attiré aucun soupçon.
Il avait quitté l'appartement bien avant le drame, mais les enquêteurs ont décidé de l'examiner par précaution. Et très vite, un sentiment d'inquiétude s'est installé. Les informations sur Antonio étaient limitées, mais elles suffisaient à semer le doute. Un témoin clé s'est présenté à la police, affirmant le connaître personnellement. En voyant le portrait robot diffusé à la télévision, il avait immédiatement reconnu Antonio. Ce témoin, étudiant dans la même spécialité qu'Antonio à l'université, a expliqué que ce dernier aspirait à devenir infirmier. Cependant, un détail troublant a sauté aux yeux des enquêteurs. Antonio ne vivait plus sur le campus depuis un moment, et personne ne savait où il se trouvait. Pire encore, il avait brusquement cessé d'assister aux cours juste après le meurtre du couple. Une coïncidence? Peut-être. Mais une coïncidence bien trop grande pour être ignorée. Malgré ces éléments intrigants, il manquait une pièce essentielle au puzzle, une preuve concrète. Rien ne reliait encore Antonio directement à la scène de crime. Mais c'est à ce moment-là que l'enquête a pris un tournant décisif. Lors d'un nouvel examen méticuleux de la scène de crime, les experts médico-légaux ont fait une découverte glaçante. Parmi les masques, les bouteilles d'eau de Javel et les colliers de serrage, se trouvait une note manuscrite. Une note qui, en un instant, a révélé la véritable nature de ce crime. Car cette note n'était pas un simple bout de papier oublié. Non. C'était un plan détaillé, soigneusement rédigé, décrivant chaque étape de l'attaque contre Daniel et Eleonora. Le contenu de la note était terrifiant dans sa précision. L'assaillant avait tout prévu. D'abord rentrer chez lui pour se préparer, des vêtements de rechange soigneusement disposés, des colliers de serrage destinés à immobiliser ses victimes, et bien sûr, l'eau de Javel pour effacer les traces. Ensuite, il prévoyait de se rendre chez Daniel et Eleonora, sachant qu'ils seraient en train de dîner tranquillement, célébrant leur emménagement. Il avait même envisagé les moindres détails pour éviter d'être identifié. Plusieurs itinéraires avaient été planifiés pour contourner les caméras de surveillance, et dans les rares cas où il risquait d'être filmé, il devait porter un masque et une cagoule improvisés, fabriqués à partir d'un collant. Après avoir commis l'attaque, il projetait de rentrer rapidement chez lui. Les vêtements ensanglantés devaient être brûlés ou jetés, et l'eau de Javel utilisée pour effacer les dernières traces. Tout était écrit, pensé, organisé, avec une froideur presque inhumaine. La découverte de cette note a changé la donne. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que les enquêteurs mettent la main sur celui qui avait méticuleusement planifié ce crime atroce. La partie la plus détaillée et la plus glaçante de la note manuscrite concernait les précautions prises pour éviter toute erreur, toute trace. L'auteur du crime avait imaginé un plan si minutieux qu'il ne laissait aucun doute. Cette attaque était préméditée jusqu'à l'obsession. Ce n'était pas un acte impulsif, mais un meurtre calculé, où chaque seconde et chaque geste avaient été réfléchis. Parmi les consignes écrites, une étape se distinguait par son caractère méthodique et paranoïaque. Le meurtrier devait sceller chaque doigt avec du ruban adhésif avant d'enfiler des gants, qu'il ne retirerait qu'une fois sa tâche macabre terminée. Tout objet manipulé devait l'être uniquement après cette précaution, garantissant qu'aucune empreinte digitale ne puisse être retrouvée. Le temps était lui aussi chronométré avec une précision déconcertante. 15 minutes pour tuer, pas une de plus, et 30 minutes pour effacer toute trace. Une mécanique froide, presque clinique, qui témoignait d'une absence totale d'humanité. Avec cette découverte, les enquêteurs disposaient enfin d'un lien tangible entre Antonio De Marco et le double meurtre. Mais il y avait un problème. Antonio était introuvable. L'heure n'était plus aux hypothèses. Il fallait agir, vite. Les policiers se sont alors concentrés sur un autre aspect clé, le trajet de l'assassin après son crime. Grâce aux caméras de surveillance, à des témoins et à un travail d'analyse rigoureux, ils ont commencé à reconstituer son itinéraire. Malgré toutes les précautions qu'il avait prises pour éviter d'être filmé, Antonio n'avait pas réussi à échapper entièrement aux caméras installées sur les façades des bâtiments et des magasins. Des fragments de son trajet sont apparus comme des morceaux d'un puzzle sinistre. Finalement, les enquêteurs ont réussi à suivre sa trace jusqu'à une rue située à quelques pâtés de maison de l'appartement de Daniele et Eleonora. C'était là qu'Antonio De Marco vivait. Un logement modeste qu'il partageait avec 2 autres étudiants, un arrangement pratique pour diviser le loyer. Les policiers ont alors entamé une surveillance discrète.
Antonio semblait mener une vie ordinaire, presque banale, comme si rien ne s'était passé. Cette indifférence apparente était presque aussi troublante que le crime lui-même. Peu sociable, il passait la plupart de son temps seul, mais il sortait régulièrement pour fréquenter les magasins et divers lieux en ville. La patience des enquêteurs a finalement payé. Un jour, Antonio a été aperçu achetant des bandes dessinées dans un kiosque. Il a payé en espèces, et cette transaction anodine s'est révélée être une opportunité en or. La police a immédiatement récupéré les billets utilisés, espérant y trouver ses empreintes digitales. En parallèle, les enquêteurs ont contacté l'université où Antonio étudiait, collectant des travaux manuscrits qu'il avait réalisés pour ses cours. Ces documents allaient être cruciaux. Après une analyse approfondie, les experts en graphologie ont établi une correspondance parfaite entre son écriture et celle de la note trouvée sur la scène du crime. À ce stade, il n'y avait plus de doute possible. Antonio de Marco était le meurtrier. Le piège s'était refermé sur lui. Malgré ses efforts pour effacer ses traces, pour se cacher derrière un quotidien banal, les preuves accumulées étaient accablantes. La machine judiciaire était désormais en marche, prête à rendre justice à Daniel et Eleonora. Le 28 septembre 2020, à 21h40, une semaine après le double meurtre, la cavale d'Antonio de Marco a pris fin. Les carabiniers, qui avaient patiemment surveillé ses moindres mouvements, ont choisi ce moment précis pour l'intercepter. Antonio venait de terminer son stage à l'hôpital et se dirigeait calmement vers sa voiture, garée sur le parking. Les agents, armes prêtes à être dégainées en cas de résistance, se sont avancés vers lui avec prudence. Mais la réaction d'Antonio les a pris de court. Affichant un sourire glaçant, presque malveillant, Antonio a levé les yeux vers l'un des carabiniers et d'un ton calme, presque moqueur, a demandé « Alors combien de temps vous m'avez traqué ?» Ces mots, prononcés avec une désinvolture troublante, ont laissé les agents sans voix. Il n'a opposé aucune résistance. Au contraire, il semblait soulagé, comme s'il attendait cet instant depuis des jours. Un frisson d'incrédulité a parcouru l'équipe. Antonio de Marco, ce jeune étudiant apparemment sans histoire, venait d'assumer implicitement son rôle dans le crime le plus atroce que Lecce ait connu depuis des années. Pourtant, malgré son arrestation et ses aveux, une question continuait de hanter les enquêteurs. Pourquoi? Quel pouvait être le mobile derrière une telle barbarie? Qu'est-ce qui avait poussé un jeune homme de 21 ans, décrit comme exemplaire, à commettre un acte aussi brutal? En grattant sous la surface de l'image impeccable qu'Antonio renvoyait, les enquêteurs ont découvert une personnalité bien plus sombre. Pendant son stage, Antonio jouissait d'une réputation irréprochable, un étudiant sérieux et appliqué, apprécié de ses collègues. Mais en interrogeant sa mère, un tout autre tableau est apparu. Dès son enfance, Antonio avait montré des comportements troublants. Il passait des heures à dessiner parfois des images inquiétantes, et toute interruption provoquait chez lui des crises de panique. Selon son psychiatre, ces comportements révélaient une fragilité émotionnelle profonde qui, avec le temps, avait évolué en un isolement maladif. Quand Antonio avait commencé ses études, il avait emménagé dans l'appartement de Daniele, attiré par la proximité avec l'université et l'hôpital. En apparence, il était un locataire idéal, discret, ponctuel dans le paiement du loyer et sans histoire. Même lorsqu'en été, Daniele lui avait demandé de libérer la chambre pour permettre à Eleonora d'emménager, Antonio avait semblé accepter sans protester, affirmant qu'il prévoyait de se rapprocher de l'hôpital. Mais derrière cette façade de calme, une tempête faisait rage. Antonio avait nourri une rancune grandissante envers Daniel, une colère qu'il ne pouvait expliquer lui-même. Peut-être était-ce la jalousie, une amertume face au bonheur de ce couple qu'il observait chaque jour. Après avoir rendu les clés comme convenu, il avait discrètement conservé plusieurs copies, un acte qui révélait déjà ses intentions sinistres. Lors de son interrogatoire, Antonio a avoué sans détour. Avec une froideur glaçante, il a décrit comment il avait planifié le meurtre de Daniel dès son arrivée dans l'appartement, au printemps de cette année-là. L'arrivée d'Eleonora avait certes compliqué ses plans, mais il avait choisi de les adapter plutôt que d'y renoncer. Initialement, il avait envisagé d'attaquer Daniel pendant son sommeil. Pourtant, il a insisté sur un point étrange. Daniele ne l'avait jamais maltraité. Il n'y avait eu aucun conflit, aucune provocation. Mais Antonio, prisonnier de sa propre rage, avait accumulé une colère inexplicable envers lui. La nuit du 21 septembre, Antonio avait tout préparé.
À 20h43, il s'était posté sous les fenêtres de l'appartement. Là, dans l'ombre, il avait écouté attentivement. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait que 2 personnes à l'intérieur. Si un invité avait été présent, il aurait abandonné son plan. Mais ce soir-là, le destin a choisi de ne pas offrir cette chance à Daniele et Eleonora. Antonio est entré, et le reste appartient à l'histoire tragique de cette nuit où la jalousie et la haine ont pris le dessus sur la raison. Grâce au double des clés qu'il avait gardées en secret, Antonio De Marco est entré sans difficulté dans l'appartement de Daniele et Eleonora. La soirée aurait dû être banale, un simple dîner dans la cuisine, un moment de bonheur partagé par 2 amoureux qui célébraient une nouvelle étape de leur vie. Mais tout a basculé lorsque leur ancien locataire est apparu, armé et déterminé. Daniele, surpris, s'est immédiatement levé pour confronter Antonio et lui demander de partir. Mais Antonio, froid et calculateur, n'avait pas l'intention de se laisser intimider. Il a sorti un couteau et sans la moindre hésitation s'est jeté sur lui. Le premier coup, porté avec une précision glaçante, a atteint Daniele en plein poumon, le faisant s'effondrer. Malgré la douleur, Daniele a tenté de résister. Mais Antonio, emporté par une rage presque bestiale, a continué de le poignarder, frappant encore et encore. Chaque coup semblait plus violent que le précédent, et en quelques instants, le sol de la cuisine était taché de sang. Eleonora, pétrifiée par l'horreur de la scène, a crié, ses hurlements résonnant dans tout l'immeuble. Ce sont ces cris déchirants qui ont alerté les voisins et, plus tard, conduit à l'appel désespéré à la police. Mais Antonio, caché derrière un masque grotesque, fabriqué à partir de collants féminins avec un visage triste dessiné dessus, ne s'est pas arrêté. Ce masque, a-t-il avoué plus tard, n'était pas seulement pour dissimuler son identité. Il faisait partie d'un plan sinistre, conçu pour effrayer et marquer ses victimes lors de futurs crimes qu'il imaginait déjà. Daniele, malgré sa blessure mortelle, n'a pas cédé sans se battre. Dans un ultime élan de courage, il a arraché le masque d'Antonio, révélant son visage. Ce geste, désespéré mais déterminant, a permis aux témoins de l'identifier plus tard. Pendant ce temps, Eleonora, animée par un courage presque irréel, a tenté de défendre Daniele. Elle s'est interposée, essayant de repousser Antonio, mais sa tentative héroïque lui a coûté cher. Gravement blessée, elle a rampé vers la cuisine, espérant trouver un refuge ou appeler à l'aide. De son côté, Daniele, dans un dernier effort, a mené Antonio jusqu'au palier de l'immeuble, mais il était trop affaibli, perdant rapidement du sang. Antonio, implacable, a fini par l'abattre sur le palier, mettant fin à la lutte avec une violence inhumaine. Pendant ce temps, Eleonora, malgré sa douleur, a rassemblé ses dernières forces pour atteindre la porte ouverte. Elle espérait, peut-être, que quelqu'un viendrait les secourir. Mais Antonio, après avoir tué Daniele, s'est tourné vers elle avec une détermination sinistre. Dans le couloir, il s'est acharné sur elle, la poignardant à de multiples reprises. La scène, d'une cruauté indescriptible, s'est terminée dans un silence glacial. L'attaque a pris fin à 20h57. Antonio avait planifié de laisser un dernier message, un graffiti terrifiant écrit avec de la peinture rouge pour symboliser le sang de ses victimes. Mais dans la précipitation, il avait oublié d'emporter la bombe de peinture. Frustré, mais conscient du temps qui lui était compté, il a abandonné cette partie de son plan et s'est enfui. En quittant les lieux, Antonio a croisé le garçon qui promenait son chien. Ce bref échange de regards, où l'innocence de l'un rencontrait l'absence totale d'humanité de l'autre, a marqué un moment clé de l'enquête. Antonio a ensuite disparu dans la nuit, se dirigeant vers son propre appartement. Avant de rentrer chez lui, il s'est débarrassé de ses vêtements ensanglantés, les remplaçant par ceux qu'il avait méticuleusement préparés à l'avance dans son sac à dos. De retour chez lui, Antonio s'est comporté comme si de rien n'était. Ses colocataires, loin de soupçonner quoi que ce soit, l'ont vu reprendre sa routine habituelle. Calme, discret, il n'a laissé transparaître aucune émotion, aucun indice de ce qu'il venait de commettre. Malgré son apparente indifférence après le double meurtre, Antonio De Marco avait, dans un moment de faiblesse ou de lucidité, tenté de confesser son crime. Une nuit, avant son arrestation, il avait rédigé un email adressé à sa mère, dans lequel il avouait froidement avoir tué Daniele et Eleonora. Mais ce message, il ne l'a jamais envoyé.
Il est resté dans les brouillons de son compte mail, un témoignage muet de ses remords, ou peut-être simplement de son désir de se soulager d'un poids insupportable. Curieusement, ce brouillon avait deux destinataires, sa mère, mais aussi son psychiatre, celui qui l'avait suivi à plusieurs reprises dans le passé. Les enquêteurs, en analysant l'ordinateur portable d'Antonio, sont tombés sur cette lettre non envoyée, un aveu silencieux qui n'a fait que renforcer les preuves de sa culpabilité. Lors de la perquisition de sa chambre, les policiers ont découvert un autre élément troublant, un journal intime. Intitulé Vendetta, ce carnet renfermait des pensées sombres, une fenêtre sur l'esprit tourmenté d'Antonio. Chaque page semblait être un cri de colère envers le monde, un exutoire où il projetait ses frustrations sous forme de scénarios macabres. Il y décrivait en détail des actes de torture, de souffrance et de mort infligés à des inconnus. Selon son journal intime, Antonio a agi par envie et ressentiment envers le bonheur du couple, déclarant « Je les ai tués parce qu'ils étaient trop heureux ». Interrogé sur ce journal, Antonio a expliqué qu'il écrivait ses récits pour canaliser sa douleur et éviter de manifester ses pulsions dans la réalité. Mais, dans un aveu désarmant, il a reconnu avoir échoué à contenir ses instincts violents. Les enquêteurs se sont alors plongés dans son dossier médical. Ce qu'ils ont découvert a jeté une lumière crue sur la psychologie d'Antonio. Pendant des années, il avait souffert de troubles mentaux, notamment de troubles narcissiques, qui le rendaient incapable de s'intégrer dans la société. Solitaire, sans amis, sans compagne, Antonio vivait dans un vide affectif qu'il cherchait désespérément à combler. Mais lorsqu'il avait été témoin du bonheur de Daniele et Eleonora, ce vide s'était transformé en une jalousie insupportable. Leur amour, leur joie, tout ce qu'ils représentaient semblait exacerber son propre mal-être. Cette jalousie, il l'avait cultivée, nourrie, jusqu'à ce qu'elle explose dans un acte de violence impensable. En février 2021, les avocats d'Antonio ont déposé une demande d'expertise psychiatrique. Leur objectif ? Prouver qu'Antonio était mentalement irresponsable au moment des faits. Mais après plusieurs évaluations, les médecins ont conclu qu'il était pleinement conscient de ses actes au moment de l'attaque. Bien qu'il souffrait de troubles de la personnalité narcissique et d'autres déséquilibres, Antonio comprenait parfaitement la gravité de ce qu'il faisait. Le procès qui a suivi a bouleversé l'Italie. L'accusation, armée d'un dossier accablant, a présenté des preuves irréfutables du caractère prémédité de ce crime. Le plan minutieux, les écrits d'Antonio et même ses aveux ne laissaient aucun doute. Le juge a même déclaré que si Antonio De Marco n'avait pas été arrêté, il serait sans aucun doute devenu un tueur en série. Ces propos, glaçants, ont été confirmés par les psychiatres qui l'avaient évalué. Ils ont affirmé qu'Antonio, bien qu'atteint de troubles mentaux, possédait la lucidité nécessaire pour distinguer le bien du mal et pour comprendre l'horreur de ses actes. Les preuves médico-légales ont scellé son sort. Les analyses ont révélé que l'ADN retrouvé sur le masque, les collants et le couteau correspondait à celui d'Antonio. De plus, l'examen de son ordinateur a révélé des photographies de Daniele et Eleonora, prises bien avant le crime. Ces clichés prouvaient que leur meurtre avait été planifié depuis longtemps. Et comme pour enfoncer le dernier clou, un message envoyé par Antonio à une connaissance peu avant le drame laissait peu de place au doute. Il y annonçait qu'il ne se reverrait jamais, une preuve claire qu'il savait que son acte entraînerait son arrestation. Le 7 juin 2022, le verdict est tombé. Antonio De Marco a été reconnu coupable de double meurtre aggravé et condamné à la réclusion à perpétuité. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. En novembre de la même année, une nouvelle condamnation est venue s'ajouter, 4 mois supplémentaires pour la détention de photos explicites de mineurs retrouvées sur son ordinateur. Les avocats d'Antonio, mécontents de cette sentence, ont immédiatement fait appel. En décembre 2022, un nouveau procès a débuté. La défense a continué de plaider l'irresponsabilité mentale, demandant de nouvelles expertises psychiatriques. Mais l'accusation, déterminée à protéger la société d'un homme considéré comme un futur tueur en série, s'est battue avec acharnement pour maintenir la peine. Finalement, la justice a tranché. Le verdict initial a été confirmé. Antonio De Marco passera le reste de sa vie derrière les barreaux, isolé du monde qu'il avait terrorisé et incapable de réaliser les sombres fantasmes qu'il nourrissait. Une fin appropriée pour celui qui aurait pu devenir l'un des criminels les plus dangereux de sa génération.
Chers abonnés, merci pour votre soutien indéfectible à notre chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles affaires captivantes.